Nous sommes le 19 novembre 1977. Il est 7h30 du soir à l'aéroport de Lod, en Israël. Un événement à peu près aussi peu pensable qu'une rencontre avec des extraterrestres est en train de se produire. Le président égyptien, Anwar el-Sadat, est arrivé. Et son cortège va se rendre directement à Jérusalem, ville sainte des 3 religions monothéistes, capitale contestée de l'État hébreu. Le lendemain, il s'adressera au Parlement israélien, la Knesset, réunie en session extraordinaire. Son discours est moins un manifeste politique, un programme pour la paix, qu'une déclaration de réconciliation qui dépasse tous les calculs quotidiens. Je viens à vous, l'esprit et le cœur ouverts. Après 3 défaites écrasantes, en 1948, 1956 et 1967, où chaque fois l'Égypte a porté le plus lourd fardeau pour le compte de l'ensemble du monde arabe, et une victoire morale, la guerre du Kippour en 1973, qui s'est tout de même soldée au final par une nouvelle défaite militaire, Sadat clôt avec ce geste d'une portée incalculable un cycle de près de 30 ans d'affrontements. Pendant ces 30 ans, l'Égypte s'est peu à peu dotée d'une armée considérable qui a certes rehaussé son prestige et sa capacité d'intervention dans le monde arabe, mais aussi grevé durablement son propre développement. Sadat ouvre ainsi une perspective grandiose pour toute la région, celle d'une réconciliation possible des Juifs et des Arabes. Le peuple israélien ne s'y trompe pas, qui lui réserve un accueil enthousiaste dans les rues de Jérusalem qui n'auront jamais plus à ce jour reçu une telle foule joyeuse et émue jusqu'aux larmes. C'est le grand tournant de la politique arabe. Comment y est-on parvenu? Quelle est tout d'abord la situation au Proche-Orient quand Sadat arrive au pouvoir? Nasser meurt brutalement d'une crise cardiaque le 28 septembre 1970. Il venait tout juste d'accepter, après 1 an et demi de bombardements réciproques, un armistice avec Israël sur le canal de Suez, esquisse d'un plan américain de règlement progressif du conflit, le plan Rogers. Au même moment, les rapports de l'Égypte et de l'OLP de Yasser Arafat se dégradent rapidement. Arafat a échoué dans sa tentative de s'emparer du pouvoir en Jordanie, vaincu par l'armée royale bédouine du roi Hussein, lors du massacre de Septembre Noir, comme l'appelleront les Palestiniens par la suite. La Syrie, où s'affirme déjà Hafez el-Assad, a refusé alors de lui porter secours. L'Égypte, quant à elle, ne veut à aucun prix d'un nouvel embrasement de la région qui, cette fois-ci, la mettrait à genoux. C'est dans ce contexte difficile que Sadat doit gérer la succession de Nasser. Et, à la vérité, personne ne parie sur sa longévité ou son expertise. On le sous-estime parce qu'on ne le connaît pas encore. Or, qui est Anwar el-Sadat? On le prend pour un candidat de compromis destiné à s'effacer devant un autre Nasser, sans doute un militaire véritable, qu'il n'est pas, malgré ses rutilants uniformes qu'il va affectionner de plus en plus. Pourtant, Sadat a effectivement commencé, tout comme Nasser, par une brève carrière militaire, et tout comme Nasser a souhaité chasser les Anglais d'Égypte. À la différence de Nasser, il s'engage davantage. Il quitte l'armée, se lance dans le journalisme nationaliste et devient, pendant la guerre, un agent d'influence de l'Allemagne. Après une amnistie de Farouk, il reprend son activité de propagandiste et de comploteur. Bon musulman, Sadat est réputé, dans le groupe des officiers libres, pour être assez proche des frères musulmans intégristes. C'est surtout, à la vérité, un fidèle de Nasser, dévoué au chef, volontiers sycophante et sympathique à tous par sa jovialité africaine. Son père est un émigré soudanais et sa ressemblance frappante avec Duke Ellington. Or, dès son arrivée au pouvoir, Sadat va très vite surprendre tout le monde. Il élimine rapidement et sans violence les comploteurs nassériens, appuyés sur l'Union soviétique. Il renoue sans complexe avec les Américains et fait rapidement comprendre à Richard Nixon et à Henry Kissinger qu'il ne tient qu'à eux d'aider l'Égypte à secouer la tutelle soviétique pour de bon. Il fait savoir dès le printemps 1971 aux Israéliens eux-mêmes qu'il est disponible à un accord de paix en échange du retrait des territoires arabes qu'ils occupent. Cette première avancée sera rejetée bien imprudemment par la première ministre israélienne Golda Meir. Désormais, la biographie d'Anwar el-Sadat n'intéresse plus seulement les spécialistes du monde arabe. L'opinion occidentale commence à apprécier derrière le personnage public extraverti la détermination, le courage, l'énergie et surtout les qualités d'innovation du nouveau chef d'État égyptien. Il ne va pas tarder à en faire preuve de la manière la plus spectaculaire
avec la guerre de Kippour. Pourquoi, après avoir fait savoir qu'il était disponible pour la paix, Sadat déclenche-t-il la guerre de Kippour? Après l'échec de ses premières ouvertures à Israël, Sadat comprend vite que les dirigeants de l'État juif ne sont nullement les marionnettes des États-Unis que décrit encore la propagande du régime égyptien et qu'il ne pourra négocier avec eux qu'en position de force. Enthousiaste d'avoir été libéré de la tutelle pesante des conseillers soviétiques, ces derniers partent en 1972, l'armée égyptienne est prête à se battre sous le drapeau retrouvé d'une Égypte indépendante. Mais ces prises de distance avec Moscou valent pour l'instant à Sadat plus d'ennemis, l'OLP d'Arafat, la Libye de Kadhafi, la gauche arabe en général, que de nouveaux amis. L'Amérique est loin. Seul Assad en Syrie, formé en Égypte comme pilote de chasse et également hostile à Arafat, lui demeure encore à peu près acquis. Pour Sadat, de plus en plus accusé de vouloir brader l'héritage révolutionnaire du nationalisme arabe, il s'agit de confondre tous ses critiques, en se montrant meilleur stratège que Nasser, capable de se battre, mais pas jusqu'à l'apocalypse finale. Il lui suffit d'une victoire, d'une seule victoire, limitée, qui lui permette, ainsi qu'à Hafez el-Assad, de faire la paix dans l'honneur. C'est ce qui va se produire le 6 octobre 1973. L'armée égyptienne franchit par vagues successives le canal de Suez en 8 points et parvient en quelques heures à se ménager une tête de pont d'une dizaine de kilomètres de profondeur sur l'autre rive. Au même moment, les blindés d'Assad, appuyés par une brigade marocaine et des renforts irakiens, bousculent aussi l'armée israélienne sur le plateau du Golan. En une semaine de bataille violente, la plus grande bataille de chars depuis 1945, les Syriens seront finalement repoussés après avoir pénétré de près de 50 km dans le Golan, et les Égyptiens eux-mêmes seront encerclés dans leur tête de pont après que le général Sharon eut réussi à son tour à opérer le mouvement inverse de débarquement sur la rive africaine d'un corps israélien. Les Égyptiens ont gagné des batailles, mais largement perdu la guerre. Kissinger impose quelques heures plus tard un cessez-le-feu qui évite à la 5e armée égyptienne l'humiliation de devoir capituler. Mais l'honneur égyptien, l'honneur arabe ont été lavés par le courage de leurs armées. Même vaincue, l'Égypte sort moralement victorieuse de l'épreuve, bien qu'elle soit plus isolée que jamais sur le plan diplomatique et définitivement brouillée avec la Syrie de Hafez el-Assad qui reproche au commandement égyptien de ne pas l'avoir épaulé au pire moment de la bataille au nord par une seconde offensive au sud. Toute la donne régionale est ainsi bouleversée. À partir de là, Sadat décide d'aller très loin et très vite dans la voie de la paix avec Israël. Pourquoi ? Sadat est persuadé, au moins depuis 1967, que la paix est nécessaire à l'Égypte. La situation intérieure l'inquiète et il souhaite désormais s'émanciper totalement des alliances progressistes de Nasser, réintroduire l'économie de marché et pratiquer l'ouverture au commerce mondial. La guerre civile libanaise, les progrès d'Assad, allié désormais à son voisin Kadhafi et à l'Union soviétique, qui durcit sa politique, le conduisent également à accélérer son rapprochement avec l'Occident. Mais en Israël, le parti travailliste avec qui Sadat avait commencé à nouer des contacts ne s'est pas relevé des erreurs politiques et militaires de 1973, et en 1977, ce sont les nationalistes intransigeants du Likoud de Menachem Begin qui arrivent au pouvoir. Paradoxalement, c'est cette victoire de Begin qui va conduire Sadat à franchir le Rubicon par un geste de paix beaucoup plus radical encore. Plutôt que de continuer vainement la politique des petits pas, Sadat sait que Begin, qui inquiète tout le monde, doit lui aussi s'affirmer comme un homme raisonnable. Il sait en outre que le vieil idéologue de la droite nationaliste est flanqué aux affaires étrangères et à la défense de 2 généraux acquis au processus de paix avec l'Égypte, Moshe Dayan et Ezer Weizmann. En oriental, plus sensible à l'intuition fondamentale qu'aux attitudes trop calculées jusque dans le détail, il décide de ne plus attendre et annonce son intention de se rendre à Jérusalem. Foudroyé d'étonnement, Begin ne pourra que l'accueillir avec les honneurs qu'il mérite. Sa seule présence suspend un demi-siècle de méfiance israélienne. Elle lui vaut aussi une condamnation à mort, seulement différée, de tous les intégristes islamistes, des Palestiniens de l'OLP, qui se jugent trahis et humiliés, et de la Syrie d'Assad, ainsi que des éléments les plus durs de la direction soviétique. Si en Égypte même la paix demeure populaire encore, malgré l'agitation de plus en plus visible des frères musulmans, au lendemain de la révolution iranienne de Khomeini,
en 1979, partout ailleurs, à Beyrouth, Alger, Bagdad, le nom de Sadat est honni. Son assassinat, le 6 octobre 1981, est tout à la fois pathétique et annonciateur de la lente dégradation de la vie politique égyptienne. Audace des meurtriers, des intégristes pro-iraniens qui jouissaient de complicité importante dans l'armée, réjouissance obscène organisée par l'OLP à Beyrouth, solitude de sa veuve et de ses enfants dans un pays qui semble prompt à tourner la page de la paix manquée avec Israël, arrogance des frères musulmans dont l'influence n'a depuis lors fait que croître. Il n'importe. Par son courage prophétique, son audace et sa détermination, Sadat le Soudanais, Sadat le mal-aimé, a réussi pour son pays l'équivalent de la décolonisation pour les pays du Nord. Ayant renoncé au rêve impérial de Nasser, il laisse à son successeur Hosni Moubarak une Égypte modeste mais viable et le souvenir de deux très grandes victoires pour son peuple, le franchissement du canal en octobre 1973, le bond en avant dans la réconciliation avec Israël en 1977, suivi des accords de Camp David l'année d'après, qui lui restituent intégralement le Sinaï. Un avenir prochain rétablira sans doute son extraordinaire courage, et l'Égypte, qu'il aimait tant, finira un jour par le pleurer. Ce sera sa troisième victoire, posthume celle-là.